Les amis, petit concours, à la fin du mois, je vais offrir à un abonné tiré au hasard le maillot de son choix. Pour participer, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez tous passé un excellent week-end et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le récap, comme tous les lundis, c'est parti avec d'abord une grosse polémique autour du match du Real Madrid contre Almeria. On va rentrer dans les détails. Plus généralement, on peut dire un week-end assez explosif et animé en Liga. On parle Barça, Girona. On va parler en Italie aussi, la Juve qui prend provisoirement en tout cas les commandes de Serie A. On va faire un point Cannes. On va faire un petit point Coupe d'Asie aussi. On n'a pas parlé pour l'instant, un petit point sur la Coupe d'Asie. On va discuter de toutes ces choses-là et bien plus encore dans votre récap du week-end. Et c'est parti, on commence. Et on va commencer en douceur, tranquille, par quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné, la victoire de Leverkusen. C'était le top spiel, le grand match du samedi soir en Allemagne. Et ça a très mal commencé pour Leverkusen qui a été mis sous grosse pression. Xavi Simons ouvre le score au bout de 7 minutes d'un enchaînement assez magique. Quel joueur! Mais dès le retour des vestiaires, sur un centre aiguisé de Grimaldo, Nathan Tella égalise. C'était vraiment une partie de fou furieux, des séquences incroyables. Cette transition électrique de Leipzig par exemple, qui est conclue par Loïs Openda, qui marque beaucoup aussi, qui permet aux autres de reprendre l'avantage, 2-1. Mais Leipzig, malheureusement pour eux, très vulnérable sur coup de pied arrêté défensif, et ça depuis le début de saison. Ils vont en concéder 2 cruciaux, et celui-ci dans le temps additionnel, au buzzer. Piero Hincapié offre la victoire à Leverkusen. Les hommes de Xabi Alonso, alors non seulement restent invaincus, mais comme le lendemain, le Bayern a été battu à la maison par le Werder Brême 1-0 sur ce but de Weiser, Leverkusen prend 7 longueurs d'avance en tête de la boulie. Ils ont 48 points, 15 victoires et 3 nuls, 0 défaite en 18 journées. Ils ont joué un match de plus que le Bayern, qui va le rattraper, il me semble que c'est mercredi soir contre Union. Ça avait été décalé à cause de la neige à l'époque, maintenant il y a un petit moment. Mais donc, provisoirement, Leverkusen a 7 points de plus que le Bayern, 48 versus 41. Si vous voulez voir un truc un petit peu plus détaillé sur Leverkusen, j'ai fait cette vidéo il y a un moment, 20-25 minutes. J'ai vu l'autre jour qu'elle a été bloquée par la Bundesliga en Allemagne, en Autriche, dans les pays où ça parle allemand. Si vous êtes en France, dans un pays francophone, ailleurs, elle est disponible, n'hésitez pas à aller checker pour voir un petit peu plus comment ça joue ce Leverkusen de Xabi Alonso. La dernière chose que je dirais par rapport à tout ça, spoiler, ça joue extraordinairement bien, mais la dernière chose c'est imaginez cette saison, il reste encore la moitié des matchs à jouer pour le Bayern, imaginez si le Bayern ne gagnait pas le titre pour la première fois en 12 ans, un truc lunaire comme ça. L'année où Harry Kane arrive, Kane le maudit, ce sera peut-être quelque chose dont on reparlera d'ici quelques mois. Mais on verra, il y a encore beaucoup de choses à jouer et cette Bundesliga est terriblement excitante. Un peu comme la saison dernière, où ça c'était pas bien fini pour Dortmund, mais ça avait été serré jusqu'à la fin. Ok, notre deuxième point, la polémique du week-end, on y arrive. C'était le match tendu, ça devait pas être tendu du tout. Le Real qui à la base reçoit la lanterne rouge Almeria qui n'a toujours pas gagné un match cette saison en Espagne, et qui pourtant va aller ouvrir le score au bout de 40 secondes via l'international belge espoir Largui Ramazani. Puis Almeria ajoute un second but. Celui-là, il est un peu dingue, juste avant la mi-temps. C'est pas forcément un but de défenseur central, et pourtant, quel volet d'Edgar González. Le Real donc rentre au vestiaire, mené 2-0. C'est la stupeur à Madrid. Et ok, c'est là que ça va devenir un peu chaud. 53e minute, sur ce centre de Fran Garcia, main de Kaiki, elle y est. Et penalty transformé par Bellingham, mais est-ce qu'il n'y avait pas un petit ascenseur d'Antonio Rudiger juste avant? Bon, ça se discute, c'est en tout cas ce que pense Gaizka Garitano, qui est furieux, et je pense que je suis plutôt d'accord avec lui. 61e minute, au bout d'une superbe projection d'Almeria, Sergio Arribas, l'ex-madrilène, porte le score à 3-1, mais le but est annulé pour une faute plutôt dans l'action de Lopi sur Bellingham. Celle-ci, perso, ça me choque pas tant que ça. Je crois que Jude joue bien le coup, il est intelligent, mais c'est des fautes qu'on voit souvent donner, donc à la rigueur, ok. Par contre, 67e minute, ça je pense que c'est le plus gros scandale. Centre de Tchouaméni, Vinicius au contact entre deux centraux égalise. Dans un premier temps, le but est annulé pour une faute offensive, mais lorsqu'il est checké à la VAR, l'arbitre l'accorde finalement pour absence de faute, et je suis d'accord. Mais sauf si j'ai raté un truc, Vinicius, il marque du bras. C'est pas l'épaule, ça. Enfin, je suis fou ou c'est le bras? C'est pas l'épaule. L'arbitre dit épaule. Ce matin, donc, je suis allé sur le site de l'IFAB. C'est accessible à tous. Vous avez juste à taper IFAB, Handball Rule, ou même peut-être en français, il y a un équivalent. Mais donc là, on a un diagramme par l'instance qui fixe les lois du foot. Un petit schéma qui montre ce qu'est une main et ce qui n'est pas une main. Il y a une partie du bras, ok, où on donne pas main.
mais c'est vraiment l'épaule et c'est même pas vraiment l'avant-bras, ça s'arrête juste au-dessus de l'aisselle, un petit peu la partie avec laquelle on détermine le hors-jeu parfois de temps en temps. Vinicius, il la touche beaucoup plus bas que ça, il la touche vers ici, il la touche pas avec le coin un petit peu anglais de l'épaule, enfin sans rentrer dans des détails très très techniques, ça me semble assez visible sur le ralenti que le bras était plus bas. Et pour moi c'est la grosse erreur arbitrale du match. Sur tout le reste, je pense qu'il y a plus de discussion là-dessus. C'est assez choquant, surtout à partir du moment où l'arbitre est allé checker le ralenti. Surtout à partir du moment où la décision initiale, c'était de ne pas donner but. Donc il faut, si on se réfère à, en tout cas ce qui était la base de la règle de la VAR, c'était il fallait qu'il y ait une erreur manifeste, très très claire, pour inverser la décision qui est prise sur le terrain. À la rigueur, s'il avait donné but initialement et qu'ensuite il revenait, il disait c'est pas assez clair, je peux pas 100% déterminer. À la rigueur, peut-être dans ce cas-là, ok. Mais là, ouais, je dois dire, je comprends la polémique. Et elle prend d'autant plus la lumière qu'à la 99e minute, là on était qu'à 2 partout, sur un centre pris de la tête par Bellingham au bout du temps additionnel, Carvajal surgit au second poteau et offre les 3 points au Real Madrid. Donc voilà, vous savez, ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, moi j'ai aucune affinité, j'ai aucun problème à dire, aucune affinité particulière, Real ou Barça. Pas supporter du Real, pas supporter du Barça, pas supporter de l'Atleti, pas supporter du Rayo Vallecano. Moi j'ai toujours eu qu'une seule équipe dans mon cœur, dans ma tête, c'est mon Olympique Lyonnais. Tout le reste, à la rigueur, j'ai une petite affection pour l'Ajax, maintenant que je vis à Amsterdam, grand club de l'histoire du foot. Ok, peut-être ça c'est mon... J'ai pas de second club, mais celui qui s'en rapproche le plus. Le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe, sur les gros matchs, ouais, parfois il y a un petit peu d'émotion pour les suivre saison après saison, faire 40 vidéos par an sur le PSG, ouais, il y a un petit truc. Sur Real Barça, il n'y a jamais eu quoi que ce soit. J'ai fait autant de vidéos sur le Real que sur le Barça. Quand il y a une gifle dans un classico, dans un sens ou dans l'autre, on le dit. Juste l'autre jour, voilà, on faisait cette vidéo, c'est fort, un massacre sur le classico remporté par le Real Madrid. Je pense la meilleure vidéo de l'histoire de ma chaîne, c'est celle-ci sur Carlo Ancelotti, le long documentaire que j'avais fait de 40 minutes, qui est Ancelotti, sans doute mon entraîneur préféré. Et pourtant, sur ce match, ouais, je trouve qu'il y a une grosse erreur arbitrale. Et je trouve que c'est problématique pour tout le monde. Déjà, j'ai vu beaucoup de supporters du Real Madrid le reconnaître. Pas tout le monde est nécessairement de mauvaise foi. Je pense que c'est un problème pour tout le monde parce que même pour les supporters madrilènes, ça détourne du super début de saison que leur équipe est en train de faire. En vrai, ce qu'est en train de faire Ancelotti avec 2 bouts de bois, un Bellingham replacé en neuf, pas mal de lacunes sur la profondeur d'effectifs dans plusieurs zones, à part au milieu de terrain. Mais franchement, le Real est assez impressionnant. Ils l'ont montré encore une fois, bon, même s'ils ont perdu contre l'Atleti l'autre jour, ils l'ont montré encore une fois contre le Barça en Supercoupe, même en demi précédemment contre l'Atleti. Ils sont encore là en Champions, 6 matchs, 6 victoires en phase de groupe. Le début de saison du Real est vraiment bon. Ok, il y a Girona. Je pense pas personnellement que Girona tiendra la distance, mais on parle de Girona dans quelques secondes. Je vois le Real être champion d'Espagne assez confortablement. Moi, si j'étais supporter du Real, je serais dégoûté qu'on me ramène du coup à ce problème arbitral. À la rigueur, tu fais juste match nul sur ce match, peut-être t'aurais fini par l'emporter quand même sans ce petit truc. Moi, je suis supporter de l'OL. Je me souviens d'une époque, une époque dorée où on gagnait encore, on gagnait des matchs, des titres, plusieurs d'affilée. À cette époque-là, quand on avait des matchs qui tournaient en notre faveur du point de vue arbitral, j'étais pas content, un petit peu heureux, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté parce que ça détournait l'attention et ça donnait du grain à moudre à nos adversaires. Alors qu'on était en train de faire une super saison, qu'on roulait sur tout le monde quoi qu'il arrive, ça leur donne de quoi discréditer tes succès, tes futurs succès, alors que t'as pas besoin de ça du tout. Tu roules sur tout le monde quoi qu'il en soit. C'est un petit peu la situation du Real cette saison, donc c'est pour ça que je serais particulièrement dégoûté si j'étais supporter madrilène. C'est ça qui est nul, je trouve, avec les grosses erreurs arbitrales. Tout le monde perd dans cette situation. Maintenant, un truc à dire aussi, c'est les erreurs arbitrales, ça arrive un petit peu tout le temps, le Real aussi en subit. Je sais qu'il y a tout ce débat autour de l'avantage arbitral du Real Madrid, le Real Vardrid, avantage supposé. Bon, pour moi, c'est un truc qui est très difficile à juger parce qu'on sait à quel point c'est orienté par les affinités partisanes. En vrai, il faudrait voir des chiffres là-dessus, avoir un petit peu plus de matière. Est-ce que le Real est substantiellement avantagé ? Mon idée par rapport à ça, c'est que sans doute plus que d'autres petits clubs de Liga, pas nécessairement plus que les autres gros comme le Barça ou l'Atleti. Je pense par rapport aux autres petits, c'est un petit peu comme dans tous les championnats. En vrai, les gros obtiennent souvent des petits coups de pouce arbitraux. Déjà, ils ont sans doute plus de situations où ça peut siffler penalty pour eux, où ça peut leur accorder un but litigieux, simplement par le volume offensif qu'ils produisent, qui est supérieur aux autres. Mais aussi, peut-être, c'est vrai qu'il y a certains coups de sifflet qui sont plus difficiles à donner contre les gros, et ça, on le voit en France avec nos gros, on le voit en Allemagne avec les gros, en Angleterre avec les gros, c'est un petit peu toujours la même rengaine. Je suis pas convaincu qu'il y ait un gros truc, j'imagine les
supporters du Real peuvent aussi dire aux supporters du Barça qu'il y a toute cette affaire Negreira, etc. Même si pour l'instant, je sais pas ce que ça va donner. Je n'irai pas plus loin que cette action sur ce match précis isolé, mais ouais, pour moi, c'est une grosse erreur arbitrale. Pour moi, effectivement, il y avait main. Et si le titre, par contre, à la toute fin, entre Girona et le Real Madrid, théorisons, imaginons, se joue à 1 ou 2 points d'écart, sans doute que les gens reviendront sur ce moment de la saison. Maintenant, dans l'ensemble, sur le plan macroscopique, je dirais que la logique voudrait en tout cas qu'un club comme le Real Madrid, qui est en train de dérouler cette saison, s'amuse pas à corrompre des arbitres quand il affronte la lanterne rouge du championnat à la maison. Ça semble être un risque non nécessaire et qui en vaut pas la chandelle. Voilà ce que je pense par rapport à tout ça, mais c'était très très chaud en Liga, pas que du côté du Real, aussi parce que le Barça s'en est sorti. Il y avait une énorme partie au Benito Villamarín entre Betis et Barça. On a eu quelques vrais moments de lumière disco aussi. Mais c'est bien le Barça qui a ouvert le score grâce à Ferran Torres. Lamine Yamal, titularisé pour la première fois depuis fin novembre, a sorti un très gros match, et sa qualité de percussion sur le flanc droit, elle a notamment permis à Ferran Torres de doubler la mise au retour des vestiaires. Tout roule donc pour les hommes de Xavi, mais 56e minute, un bijou d'Isco pied faible remet le Betis dans la rencontre. 59e, Isco, encore lui, super appel, super touché par-dessus un faible Inaki Peña. Le Benito Villamarín, un stade superbe, explose. Ça chauffe très fort pour le Barça. Mais il faut le dire, très bon coaching de Xavi. Fermin Lopez se trouve au départ de l'action et Ferran Torres combine merveilleusement avec l'entrant Joao Félix. Quel but magnifique. 89e minute, dans le temps additionnel, Ferran s'offre même un triplé et le Barça prend les 3 points. Sacré match. Isco a été élu homme du match, malgré le triplé de Ferran. Ça dit tout ce qu'il faut savoir sur cette centaine de minutes de football absolument dingue qu'on a eu à Séville. Au classement donc, le Barça reste loin, 8 points de retard sur Gérone, avec un match en moins, mais 7 longueurs de moins que le Real Madrid, 20 matchs chacun. Mais c'est une victoire dans la difficulté qui sans doute redonne un petit peu d'espoir en Xavi parce qu'il a fait des choix osés. Lamine Yamal titularisé, comme on a dit pour la première fois depuis un moment. Première titularisation aussi pour le central, Pau Cubarsí en l'absence d'Inigo Martinez, de Christensen. Cubarsí, 16 ans, était en charnière centrale aux côtés d'Araujo. Ferran pour son triplé récompensé. Lewandowski aussi a été sorti à l'heure de jeu, ce qui était un vrai choix fort et payant. Pas de Sergi Roberto entré en cours de jeu, mais plutôt Fermin Lopez. C'est une victoire qui va leur faire beaucoup de bien à 2 jours, mercredi soir, de jouer l'Athletic Club en quart de finale de Coupe du Roi. Un match qui est absolument décisif, notamment pour la suite, pour Xavi qui a dit qu'il conditionnait sa suite au Barça à un titre. Il faut qu'il remporte un titre. Bon, la Coupe du Roi, c'est sans doute la plus facile à aller chercher. Son destin y est lié. On est également à moins d'un mois, 21 février, du 8e de finale aller, qui vont jouer à Naples. Ça va être un gros déplacement. 8 jours donc, après avoir été absolument humilié par le Real Madrid en finale de Supercoupe. C'est un match qui fait beaucoup de bien en Barça, cette victoire contre le Betis. Girona, c'est fort, ouais, parce qu'on n'a pas fini de parler de Liga. Si on parle de ce championnat extrêmement animé ce week-end, Girona aussi mérite son petit mot. Les hommes de Michel recevaient Séville, ils les ont explosés. Séville pourtant avait ouvert le score, mais grâce notamment à un triplé d'Artem Dovbyk en 6 minutes, sacré joueur. Ouais, il peut aussi féliciter Savio qui a été énorme également. Grâce à ces pépites-là, Girona l'emporte et l'emporte même 5-1. Ça aurait pu être plus. Il y a eu des actions collectives assez lunaires. C'était vraiment magnifique. Et en attendant donc le match du Real Madrid, le match en retard, les Catalans de Girona reprennent provisoirement la première place de Liga. 52 points pour eux, une seule défaite en 21 journées. J'ai fait 25 minutes d'analyse comme Leverkusen, je l'ai fait aussi sur Girona l'autre jour. Je pense pas qu'ils feront une Leicester, j'en parle un petit peu dans cette vidéo, mais ce que je mettais en lumière, c'est que ça joue très bien au football. Ils vont se qualifier en Ligue des Champions pour moi, ça fait aucun doute, et ce sera 100% mérité vu le niveau de jeu stratosphérique qu'ils proposent. Artem Dovbyk, on le voit ici, est co-meilleur buteur de Liga avec 14 pions, à égalité avec Jude Bellingham, avec quasiment 250 minutes de moins. Il a aussi 5 passes décisives. Yann Couto, que j'adore, le latéral droit, vraiment très bon petit joueur, en assist. Et Savio, 7. Savio qui était excellent, 7 passes D, 5 buts. Ouais, c'est une magnifique équipe. Et le 10 février, donc, à 18h30, non seulement on a Leverkusen Bayern, on a aussi, exactement au même moment, Real Madrid Girona. Comme j'ai dit, exceptionnellement, le double écran sera autorisé. Donc voilà pour la Liga. En Serie A maintenant, il s'est passé pas mal de choses aussi. On va faire un focus sur 2 matchs en particulier. D'abord, celui de la Juve, qui a été tenu en échec pendant à peu près 1 heure à Lecce, mais à la 59e minute, Vlahovic a poursuivi sa très bonne série d'une belle reprise pied gauche, 1-0. Il a aussi chippé, sans vergogne absolument, le but de Weston McKennie, c'est très coquin, 2-0. Bremer ajoute le 3e, sur coup de pied arrêté, 3-0 pour la Juve, avec un match en plus donc que l'Inter, 21 contre 20. La Juve prend une petite longueur d'avance en tête de la Serie A. On rappelle que c'est une équipe qui, avec sa déduction de points saison dernière, avait fini 7e. Là, ils sont en tête. Depuis une défaite contre Sassuolo, 4-2 là, c'était le 23 septembre.
que des victoires ou des matchs nuls. Ils se sont aussi qualifiés, alors là avec de gros scores contre la Salernitane et contre Frosinone, ils se sont qualifiés pour les demi-finales de Coupe d'Italie qui vont jouer contre la Lazio. Donc une belle saison pour eux. Dimanche 4 février, ça arrive très vite, dans 2 semaines, énorme choc contre l'Inter. On a donc bientôt Real Girona, on a le Bayern contre Leverkusen, et Inter-Juve, on a Arsenal-Liverpool aussi dans pas très longtemps, et derrière on enchaîne sur la Champions. Février, ça va être un sacré mois de foot, ça va être totalement dingue. Mais donc ça, voilà, c'était pour la Juve. On a eu aussi un énorme match du côté d'Udine. Ça commence bien pour l'AC Milan. Loftus-Cheek ouvre le score à la demi-heure de jeu, mais quelques instants plus tard, Mike Maignan, qui avait déjà signalé à l'arbitre que des chants racistes descendaient des tribunes derrière lui, décide de quitter le terrain en protestation. Le match est suspendu, il reprend un peu plus tard, et là, l'Udinese égalise, et prend même l'avantage via Florian Thauvin. 2-1, ça tourne très mal pour les hommes de Pioli, mais à la 83e minute, Luka Jovic est au bon endroit au bon moment. Idem dans le temps additionnel pour Noah Okafor, dont l'enchaînement au second poteau donne les 3 points à Milan. C'est une victoire aussi pour Mike Maignan. Maintenant, on attend les sanctions, après les paroles, qui sont là et qui sont bonnes à entendre pour toute la communauté foot. On a vu plein d'acteurs s'exprimer, de Kylian Mbappé au maire d'Udine, etc. Donc ça c'est bien, mais après les paroles, maintenant, on attend les actes pour enfin passer à autre chose, même si je suis pas forcément très optimiste. Niveau sportif toutefois, au classement, l'AC Milan engrange une 4e victoire de suite en Serie A et fait une très bonne opération en prenant très grande distance avec la Fio, avec l'Atalanta, certes avec un match en plus, mais par exemple 12 longueurs d'avance sur l'Atalanta pour sécuriser ce top 4 synonyme de Champions. Ils ont aussi 14 points d'avance sur Naples par exemple, le champion de la saison passée qui est 7ème, et seulement, avec 45, seulement 7 de retard sur la Juve. Samedi pro, on a un Milan contre Bologne, le Bologne de Thiago Motta qui est très intéressant. Peut-être que l'AC Milan n'a pas dit son dernier mot, même si on a un secteur défensif. Quand j'ai vu hier la charnière qui était alignée, je crois que c'était Kier, Gabia, manque un petit peu de profondeur d'effectif sur le secteur défensif, peut-être que ça pourrait les empêcher de faire un vrai gros comeback par rapport aux saisons que c'est en train de faire la Juve, l'Inter. Mais ça c'est donc pour l'AC Milan, et c'était notre petit point Serie A. On va finir avec 2 compétitions internationales, d'abord un petit peu de Coupe d'Afrique. Alors j'ai fait 2 vidéos Cannes ce week-end, des analyses de matchs sur celui de l'Algérie et celui du Maroc, mais j'ai envie de profiter de ce récap pour discuter brièvement de quelque chose dont on n'a pas eu le temps de parler, Mauritanie-Angola. Sacré petit match à Bouaké. Gelson Dalla ouvre le score d'un ciseau, ça commence fort. Sidi Bouna par contre, c'est quoi cette percée de malade mental? Énorme but de l'égalisation, et presque la copie conforme au retour des vestiaires, mais cette fois pour l'Angola, et encore pour Gelson Dalla. 2-1. 3-1, 3 minutes plus tard, grâce à Gilberto, décidément c'est vraiment la canne des lusophones, à moins que ce soit la canne des Golasso. Aboubakary Koïta sort son lanceur javelin, envoie un missile téléguidé en pleine lucarne, 3-2, on s'arrêtera là-dessus, mais quel énorme match, comme celui d'hier soir entre Afrique du Sud et Namibie. Les Bafana Bafana, que j'avais déjà trouvé très intéressant contre le Mali malgré la défaite, ils ont explosé la Namibie dans ce derby d'Afrique australe. Persitao sur penalty se rachète de son raté face au Mali, 1-0. Swané s'offre un doublé en un quart d'heure, 3-0 juste avant la mi-temps. Maseko alourdit l'addition en seconde. Ça fait donc 4-0 pour l'Afrique du Sud, qui fait une des très bonnes opérations de cette seconde journée de Cannes. Eux qui avaient perdu leur premier match, ils prennent la seconde place avec 3 points et aussi très bon goal average particulier. Si ça se joue, là ils sont à égalité pour l'instant de points avec la Namibie, bon ils leur ont mis 4-0, voilà. La Tunisie par contre se retrouve en péril juste avant de jouer cette Afrique du Sud en 3e journée. Attention, le Mali, ok, est à 4 points, pas trop mal pour eux, mais dans l'ensemble cette seconde journée de Cannes, elle a été vraiment stylée. Mon niveau de hype là, c'était 7 avant le début de la compétition, après la première journée 8, maintenant on est 8,5, je dirais même 9. Dès 18h là, on a la Côte d'Ivoire, le pays hôte, qui joue sa survie dans le tournoi contre la Guinée équatoriale, première du groupe, ça va être très chaud. Le Cap-Vert qui fait un super début de tournoi qui a 6 points. L'Égypte, est-ce qu'ils retrouveront Mo Salah? Déjà, est-ce qu'ils réussiront à se qualifier tout court, comme le Ghana aussi? Et ça, c'est les matchs de 21h. Sénégal qui est très fort. Le Cameroun qui est en danger. L'Algérie qui est seulement 3e de son groupe. Burkina Faso intéressant. Et on a le Maroc, ok, qui est à la première place avec 4 points, mais pas grand-chose n'est joué dans ces groupes avant la 3e journée. Et on pourrait avoir des 8e totalement dingues, sans parler des quarts de finale. Franchement, cette Coupe d'Afrique, que ce soit le spectacle, que ce soit la qualité des matchs, que ce soit le suspense, c'est déjà bien au-delà, je trouve, de ce qu'on avait vu en 2021/2022, qu'on avait couvert sur la chaîne aussi à l'époque, mais là, je préfère, je prends plus de plaisir. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment sympa. Et on va parler aussi un petit peu de Coupe d'Asie pour finir. Il y avait ce choc entre l'Irak et le Japon est absolument énorme depuis quelques temps. Ils ont perdu. Ce doublé d'Aymen Hussein a permis effectivement aux Irakiens de l'emporter 2-1 et de composter leur billet pour les 8e. C'est une victoire historique pour eux, et encore plus notable quand on voit ce que faisait le Japon avant ce match, avant cette défaite contre l'Irak. Ils avaient mis au cas 4-2 au Vietnam en match d'ouverture de cette Coupe d'Asie, 6-1 à la Jordanie, 5-0 contre la Thaïlande, 5-0 à la Syrie, 5-0 contre la Birmanie, 2-0 contre
contre la Tunisie, 4-1 contre le Canada c'est pas rien, 4-2 contre la Turquie, c'est pas rien non plus, 4-1 contre l'Allemagne, c'est loin d'être rien, 4-1 contre le Pérou, 6-0 contre le Salvador. Leur dernière défaite, ça remontait à quasiment un an, c'était le 28 mars. Depuis, c'est que des victoires, que des gifles, donc ce succès de l'Irak, c'est vraiment pas rien du tout. Et maintenant, le Japon va jouer sa qualif contre l'Indonésie. Dernier match. Le Qatar est premier avec 6 points. Australie aussi. Iran aussi a fait un très bon début de tournoi. La Jordanie pas mal. Arabie Saoudite, la Thaïlande pourrait se qualifier dans ce groupe. Peut-être que s'il y a de grosses parties, on fera 2 ou 3 débriefs de Coupe d'Asie. Exceptionnellement, pas de Première Ligue. Pas de Coupe de France aussi. Voilà, on a évacué les choses dont on parle le plus en général sur la chaîne. L'Angleterre, la France. Pour parler un petit peu du reste. Donc j'espère que ça vous a plu. Et que vous prendrez aussi du plaisir si vous les regardez. Dans les matchs d'aujourd'hui, il y a donc le destin de la Côte d'Ivoire qui se joue à 18h, ça j'en ai parlé, Cap-Vert, Égypte, et on a aussi à 20h, pour ceux que ça intéresse, la finale de Supercoupe d'Italie entre Naples et l'Inter. C'est aussi pour ça que l'Inter a un match en moins que les autres dont on parlait tout à l'heure. Mais voilà, il y a un beau programme foot, et puis après sur les prochains jours, ça va être très très fort aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous pouvez me mettre en commentaire, et on se retrouve très très vite pour la prochaine. Passez une excellente semaine, et à bientôt. Bisous.